Bonjour à tous. Ah voilà, il est rigolo ce décor. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh là là là, ça fait trop de Lisa pour vous. Je règle un petit peu la caméra. Alors, nous voici ensemble pour un petit moment, un instant de lecture, parce que il y a des personnes qui sont quand même sur la chaîne pour aussi la lecture et découvrir des livres. Et puis vous savez, oui. Alors voilà. Alors, il y a le micro qui est là, ma puce. Vous savez que ça fait un moment que nous n'avons pas lu les grandes voyances de l'histoire, le livre de Yaël Didier. Vous savez que j'adore ce livre. J'y tiens beaucoup, c'est ma belle maman qui me l'avait offert. Je suis en train de chercher mon stylo parce que Madame Shannon me l'a volé. Elle m'en a mangé 2. Alors, nous allons lire un extrait. Nous avions fait pas mal d'histoires que j'avais cochées. Et là, je vais vous lire un extrait. Donc, Yaël Didier. D'abord, parlons un petit peu de Yaël Didier. Donc, la voyance peut-elle élucider les grandes énigmes de l'histoire? La réponse s'appelle Yaël Didier. Scellé sous enveloppe une photo de Marilyn Monroe, un portrait de Mozart, de Nostradamus ou du pharaon Akhénaton, soumettez-les à la plus célèbre voyante de France. Un extraordinaire monologue s'engage dans le temps, au terme duquel Yaël Didier découvre le personnage. Dracula, Shakespeare, Louis XVII ou Marilyn. Alors, vous trouverez les précédentes vidéos, ça fait un moment que je les ai fait, dans la playlist Instant de lecture pour ceux qui arrivent sur la chaîne YouTube au-delà du spirituel. Grâce au don divinatoire de Yaël Didier, 20 des plus grandes énigmes de l'histoire sont ici éclaircies dans ce document exceptionnel qui ravira autant les amoureux du mystère que ceux de la vérité. Donc je fais des petites capsules vidéo séparées. Voilà. Alors, je vais vous choisir aujourd'hui l'histoire d'Hitler. Allez, c'est parti. Page 269. J'en ferai plusieurs et je les poste de temps en temps. Il fait pas beau, il neige aujourd'hui en plus. Alors bon, voilà. Préface. Faut-il présenter Hitler, sa légende noire, de plus grand criminel de tous les temps, hante à jamais la conscience de l'humanité. Donc, dans les précédentes histoires, si vous voulez les écouter, j'ai lu Jeanne d'Arc, le comte Dracula, le vrai Louis XVII, le mystère de la mort de Louis II de Bavière. J'ai lu Sigmund Freud et Marilyn Monroe. Sigmund Freud, c'est une des histoires que j'ai préférées dans le livre. Cependant, j'ai un gros attrait pour la psychologie. Alors, c'est parti pour la lecture. Bon, elle est installée. Notre star de la chaîne va bien. On soumet une photographie de Hitler sous pli scellé à Yaël Didier. Yaël Didier. Je sens un homme. Il porte un costume particulier. Je vois des choses sur sa poitrine. Oui. Yaël Didier. Ce personnage a eu 2 passages. 2 périodes de sa vie importantes et différentes. D'abord, une phase extrêmement difficile. Hitler, chômeur à Vienne dans sa jeunesse. Alors, je vous explique quand même un petit peu. Il a des petites parenthèses qui ponctuent ce que voit Yaël Didier. Donc, je vous ferai un petit signe où je vous dirai parenthèse. Donc, il a été chômeur à Vienne dans sa jeunesse. Elle continue.
Comme s'il avait été en butte avec des gens. C'est un homme à ressort, à rebondissement, un personnage caméléon, aux facultés de récupération inouïes. Réponse, tout à fait. Donc en fait, Yagel Didier a une photographie de Hitler sous pli scellé. Et donc ce livre est coécrit avec Michel Degresse. Voilà. Et il y a plusieurs personnes. Dont j'avais dit dans les précédents instants de lecture. Voilà, c'est préfacé de Michel Degresse. Et bon, je vous lirai l'introduction après, à ce moment-là, peut-être, on verra. Comme s'il avait été en butte avec des gens, c'est un homme à ressort, à rebondissement, un personnage caméléon aux facultés de récupération inouïes. Tout à fait. Yagel Didier reprend. C'est un personnage inattendu. On l'attend là, et en fait il se trouve ailleurs. Il a d'étonnantes facultés d'adaptation, mais en même temps, il a en lui une violence inouïe. Je vois énormément de morts, des choses très très sanglantes autour de lui. Peut-on dire qu'il a eu une mort bizarre? Réponse, oui. Yagel Didier reprend. Le mystère est là. C'est un personnage doté d'un regard puissant, un personnage quasi mystique, religieux, ou qu'on a pu croire tel et investi d'une mission, mais diabolique aussi. Il y a du diabolique en lui. Mais ce qui me frappe chez cet homme, c'est son regard, un regard d'halluciné. Il y a chez lui une violence, une force énorme. C'est un homme de pouvoir, et qui a joui d'un pouvoir immense sur les gens. Peut-on dire cela? Réponse, oui, oui, tout à fait, Yagel. Yagel Didier reprend. Je sens une force. Était-ce quelqu'un capable de lancer des malédictions? Alors, il y a une petite parenthèse, c'est écrit sur les Juifs et les Tziganes. Oh, oui, 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 je vois comme une malédiction sortir de lui, quelque chose de maléfique. Il me fait penser à un sorcier. Il a une tenue particulière. Je vois une grande croix sur lui. Entre parenthèses, la croix gammée, évidemment. Yagel Didier reprend. Je vois une croix. Mais que de violence autour de lui. Oh, que de morts. Cet homme avait un pouvoir de visionnaire. Entre parenthèses, Hitler, qui entend le national-socialisme comme un mouvement politique, n'en comprend pas grand-chose. Il est plus qu'une religion, il est la volonté de créer le surhomme. Fermez la parenthèse. Ah là là, je vois ses yeux très brillants. Ce mystique a en même temps un côté païen, jouisseur, aimant la vie. Il est plus païen que jouisseur. Un païen mystique. Entre parenthèses, le nazisme s'est défini comme un néopaganisme, exaltant les grands mythes ariens et les brumes wagnériennes. Sa mort a été cachée pendant quelques jours. Oui, absolument, Yagel. Yagel Didier reprend. Je vais essayer de cerner le personnage. Fut-il obligé de mentir dans sa vie, de cacher certaines choses? Cet homme savait quand il allait mourir. En tout cas, il le pressentait. Il est mort au moment où il allait faire 1000 choses, regorgeait de projets. A-t-on su qu'un de ses proches l'avait tué? Il aurait été tué? J'ai l'impression, oui, qu'il a été tué. Il est mort, n'est-ce pas? Oui, oui, Yagel Didier, ne vous inquiétez pas. Yagel Didier reprend. À mon avis, il n'est pas mort de mort naturelle.
je vois une disparition cachée, comme si on annonçait sa mort quelque temps après. Ce personnage aurait très bien pu faire partie d'une franc-maçonnerie. Avait-il un visage émacié, mince, allongé? Un visage qui dégage une force très grande. Je dirais que ce visage dégage une certaine beauté, tant le personnage a quelque chose de puissant. En lui, il y a eu beaucoup de sang autour de lui. C'est un personnage extrêmement anxieux. Je me demande si, dans sa vie personnelle, il n'était pas impuissant. Alors, Yaël, oui, on l'a dit, en effet. Yaël Didier reprend. Oui, je vois une forme d'impuissance. Les femmes lui ont toujours fait peur. C'est un homme qui a rédigé beaucoup de choses. Je vois beaucoup d'écrits autour de lui. Entre parenthèses, a commencé bien sûr par Mein Kampf. Fermez la parenthèse. À un moment donné, il a été tenté par quelque chose. Puis, il en a abandonné l'idée. Entre parenthèses, la peinture. C'est un homme qui, sur le plan de la carrière, de l'action, de l'activité, a été à un moment donné tenté par autre chose, différent de ce qu'il faisait. J'ai une image de lui tournant dans une pièce, comme un fauve en cage. Il tourne, il marche sans arrêt, il réfléchit. Entre parenthèses, Hitler rédigea Mein Kampf en prison après le putsch raté de Munich en 1923. Fermez la parenthèse. Cet homme a vécu une situation où il s'est senti piégé, c'est comme si des personnes de son entourage l'avaient amené dans une situation où il a été piégé, où il a été obligé de faire des choses qui allaient contre ses idées ou contre ses désirs. Et puis après, avec le temps, l'homme a trouvé son espace. A-t-on su que cet homme aimait les modèles réduits d'avions, de bateaux ou de voitures? Je le vois s'intéresser à des petits objets, des objets miniatures. Qu'est-ce que c'est que ce grand V autour de lui? Je vois un grand V autour de lui. A-t-on parlé d'un suicide à un moment donné? Il y a une histoire de suicide. Oui, Gaël, on en a parlé. Yaël Didier reprend. Je vois le suicide sur lui. Je vois aussi une femme importante près de lui. Entre parenthèses, Eva Braun, bien évidemment. Je vois tellement de morts autour de lui. Je vois des chars. Était-ce une époque où il y avait des chars d'assaut? Ce n'est pas dans un passé lointain. Je vois sur sa poitrine un signe très particulier. Cela me fait penser à une croix, mais ce n'est pas une croix. Je vois 3 personnages importants autour de lui. Entre parenthèses, Goebbels, Goering et Himmler. Fermez la parenthèse. Dont un avec une grosse tête et des yeux bleus. C'est aussi un homme qui a été très influencé par son entourage. Sa mère jouait un rôle important. Ce fut un enfant malheureux, introverti, mal dans sa peau. Et curieusement, on dirait que la voie qu'il a prise n'était pas celle choisie au départ. Il a été mis là par un concours de circonstances étranges. Je répète, 3 hommes près de lui ont joué un rôle super important. Cet homme croyait aux sciences occultes, et je pense qu'un jour,
Quelqu'un a dû lui dire qu'il mourrait à une certaine date. Il le croyait parce qu'il était extrêmement superstitieux. Autour de lui, je vois des cadavres. Oh, des cadavres et encore des cadavres. Ce qui est bizarre, c'est que les gens autour de lui étaient presque pires que lui. Lui était faible, influençable. Sa force, paradoxalement, il l'a puisée dans sa faiblesse. C'est parce qu'il était faible qu'il a été cruel. Mais sa folie le rendait cruel. Il est morbide, paranoïaque, avec par moments des éclairs de génie. Je revois des guerres et des guerres et des guerres. Je revois des monceaux de cadavres. J'entends le mot rafle, raciste ou race. À côté de lui, il y a eu des bouchers, si je puis dire ainsi. J'entends le mot boucher, des gens cruels, plus cruels que lui encore. Entre parenthèses, Streicher, Heydrich, Mengele. Des gens, oui, des gens pires que lui. Pour moi, c'est un fanatique, un faible, un impuissant, même s'il a vécu avec une femme. J'oserais aller jusqu'à vous dire qu'il avait un petit pénis. Je lui vois un tout petit sexe. Il avait des problèmes de santé, des angoisses par rapport à sa santé. Je ne sais pas s'il était agoraphobe, mais il avait des phobies. Il avait peur de se retrouver dans des pièces fermées. Ah oui, je le sens claustrophobe. J'entends régulièrement le mot exterminer. Oui, il y a eu des exterminations autour de lui. Il a du sang sur les mains, mais en même temps, il était mystique, d'un mysticisme très particulier. J'entends, mais alors c'est curieux, des langues étrangères, et je vois une maison sur une espèce de montagne ou des collines, comme une maison forteresse, une maison bunker. Entre parenthèses, le nid d'aigle de Berchtesgaden, bien sûr, fermez la parenthèse. Beaucoup de choses se passaient dans cette maison de montagne, comme une sorte de quartier général. Je vois des militaires autour de lui. Ce fut un militaire, ou bien il a été militaire à un moment donné. Entre parenthèses, Hitler a été caporal pendant la Première Guerre mondiale. Mais on ne l'a pas tué. Je vois plusieurs personnes s'enfuir autour de lui. Je vois des gens fuir. Je crois qu'il s'est suicidé. Et je vois un suicide. Je disais tout à l'heure qu'on l'a tué, mais en fait, quelqu'un lui a dit qu'il fallait se suicider. On dirait qu'il est mort avec une femme. Mais je me demande si elle ne l'a pas poussé au suicide. J'ai l'impression que c'est elle. Je vois des gens lui tourner le dos à la fin de sa vie, alors qu'au début, ils l'avaient vraiment tous soutenu. Entre parenthèses, Rommel et les conjurés du putsch de Berlin en juillet 1944. Fermez la parenthèse. Le fanatisme entoure cet homme, j'en suis sûre. Il a des yeux, non, il n'est pas très beau, mais il a des yeux perçants. Il a une barbe ou une moustache très noire. Mais à côté de lui, en revanche, je vois quelqu'un de très beau. Un homme qui a de très beaux yeux bleus. Entre parenthèses, apparemment c'est Heydrich. Alors lui, par contre, il a dû faire d'horribles complexes physiques. Des gens, à l'époque, le trouvaient beau parce qu'il rayonnait de je ne sais quoi de particulier.
C'était quelqu'un capable de maîtriser des foules. C'est un malade, mais alors un malade, un vrai malade. Hein. Oh, pour moi, c'est vraiment le paranoïaque et le mégalomane parfait. Des âges me paraissent importants dans sa vie. Entre 3 et 7 ans, entre 13 et 14 ans, entre parenthèses, Hitler, orphelin de père. Ah, je sais, c'est Hitler. Oui, alors Yagel, puisque vous avez compris que c'est Hitler, mais s'est-il vraiment suicidé? Yagel Didier répond. Je pense que c'est une femme qui l'a poussé. Je vais essayer de vous décrire sa fin. Je vois qu'il s'enferme dans un endroit, le fameux bunker souterrain de la chancellerie de Berlin. Ça, c'est dans la parenthèse. Mais lui, il croit jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier bout, qu'il va gagner, entre parenthèses, grâce au miracle des armes nouvelles, V2, bombe atomique. Fermez la parenthèse. Mais je vois qu'il est trahi par des gens autour de lui. Quel est le rapport des Anglais dans cette histoire? Les Anglais auraient annoncé quelque chose et lui se dit que c'est fini, mais jusqu'au dernier moment, il a cru au miracle. Puis, il s'est suicidé. On ne sait pas ce qui s'est passé? Je pense qu'on les a poussés tous les deux à le faire. Mais y a-t-il eu d'autres suicides autour de lui? Alors, on répond à Gaël que oui, Goebbels et sa famille. Yagel Didier reprend. Je peux vous dire qu'on l'a poussé à se suicider. C'est la femme. Il croit au miracle jusqu'au bout. On dirait qu'il a avalé quelque chose. Et puis, après, il y a eu un coup de revolver. Yagel, s'il vous plaît, pourriez-vous nous dire qui a tiré? Yagel Didier répond. Je crois que c'est lui. Mais un homme est avec eux. On l'oblige à se suicider. Ce n'est pas une chose qu'il aurait faite de lui-même. Il n'aurait pas pu. Yagel, pouvez-vous nous dire qu'est-il arrivé à son corps? Qu'a-t-on fait du corps? Yagel Didier répond. Il a été changé de place. Au départ, curieusement, sa mort n'arrange pas tout le monde. C'est pour cela qu'il faut faire traîner les choses, les cacher, c'est très obscur. Cela a duré environ 3 jours. Je vois 3 jours entre sa mort et l'annonce de sa mort, le temps d'organiser les choses. Commentaire. Yagel Didier a identifié une par une les principales caractéristiques publiques et privées, physiques et psychologiques, biographiques et politiques du dictateur mégalomane. Son jugement du personnage est sans appel. Quant à la fin de Hitler, le 30 avril 1945, entre parenthèses, en compagnie de sa maîtresse Eva Braun, qu'il venait d'épouser, si Yagel Didier confirme bien la thèse du suicide, elle invoque une pression extérieure, sa nouvelle épouse, et surtout un délai de 3 jours devant l'annonce officielle de sa mort que l'amiral Dönitz mit en effet à profit pour se proclamer son successeur. Alors, voilà pour cette histoire de Yagel Didier, des grandes énigmes de l'histoire de ce livre de Yagel Didier. Je vais vous lire un petit peu donc la préface. Voilà, elle a écrit un petit mot à tous ceux qui ont écrit ce livre, qui l'ont aidé à l'élaboration, la conception et la réalisation de ce livre. Michel de Grèce, Patrick de Bourg, son mari, Alix de Saint-André, Josette Alia,
Rémi Chauvin, Stéphane Prince. Alors, la préface, elle est un petit peu... Donc, il y a la préface de Michel de Grèce, mais voilà. Donc, introduction, où les historiens s'arrêtent, ne sachant plus rien, les poètes apparaissent et devinent. Ils voient encore quand les historiens ne voient plus. C'est l'imagination des poètes qui perce l'épaisseur de la tapisserie historique ou la retourne pour regarder ce qui est derrière. Barbet, d'Aurevilly. Alors ensuite, c'est Yaël Didier qui écrit « Mon métier est d'aider mes semblables à percer le mystère de leur vie passée et future. Exercice passionnant et difficile, redoutable responsabilité, au point que, parfois, devant l'attente anxieuse de celles et ceux qui me consultent, j'éprouve le besoin de me ressourcer dans le jardin secret de mon art. À côté du monde des vivants, ployant sous les problèmes, aux horizons parfois limités, le vivier de l'histoire offre le registre infini des grands destins du passé, ces existences flamboyantes ou tragiques, dont nos contemporains ont perdu le secret. De ces morts inscrits au panthéon de l'humanité, je ne risque pas par définition d'influencer le destin. Avec eux, ma liberté de voir et de lire est entière, et ces moments passés en si illustre compagnie sont comme une récréation de l'âme, un plaisir sans mélange, où la pratique divinatoire trouve sa quintessence. Ici, l'histoire avant moi a tranché, et le destin prononcé son verdict. L'imaginaire, ici, n'a nulle part, l'avenir n'existe pas. Quand on me soumet sous pli scellé le portrait de quelques personnages des temps jadis, je vois juste ou je vois faux, je dis vrai ou je m'égare. Mes dires sont soumis à une preuve qui de longtemps les précède, et des faits attestés qui les vérifient ou les démentent. Ces voyances, dont le plaisir est fort comme un parfum, se part d'un risque sans appel qui redouble mon excitation, augmente mon angoisse, aiguise mes sens et mes antennes, me trouble plus que toute chose. Et puis face à l'enveloppe muette, au défi du mystère, je me jette à la recherche du temps. Cela commence par une première timide image. Elle en entraîne d'autres, sœurs jumelles ou cousines lointaines, et leur ronde se forme et ne me lâche plus. C'est comme une marée, l'onde monte et reflue. Je repasse par des mots déjà dits, des portes déjà ouvertes. Je traverse les miroirs telle Alice au pays des merveilles, et mon esprit, oserais-je dire, mon âme, se dilate dans l'espace et le temps, ensemble revisités. Le contact se fait, le rendez-vous se dessine, auquel le personnage convié par mes amis à jouer avec moi, ce duo de l'ombre et de la lumière, s'invite peu à peu. Il sort des limbes, vient à ma rencontre, s'efface, revient, s'enhardit devant mes approches et finit intrigué, peut-être séduit par m'accorder sa confiance et parfois son amitié. Certain que nul n'était venu solliciter outre-tombe depuis tant de lustres, s'accroche à moi comme une chance inespérée de revivre dans nos ingrates mémoires ces oublieuses. Ils ne demandent qu'à me confier leur vrai destin, qu'à me dire combien l'existence fut dure et injuste avec eux, et l'histoire plus encore avec leurs souvenirs. À travers les fils que patiemment je tisse, apparaissent sur la toile une ombre, une silhouette, une époque, un événement, un drame. Des vies s'agitent ou complotent alentour, des voix dictent un ordre, parlent d'un amour, affirment un fait, confirment une vérité, ouvrent une piste, agréent une hypothèse à moi ou protestent contre la machination de la postérité et l'image camisole qui leur colle à la peau. Ces malheureux, ces oubliés, ces rebelles, ces incompris, ces mal-aimés finissent très vite par m'envahir, me squatter sans façon. Revivant leur propre histoire, ils m'offrent preuve sur preuve de la limpidité de leur cœur, de la véracité de leurs dires, ou m'indiquent faute d'archives dans le delà, où les trouver sur terre.
Emporté par l'élan redoutant, la seconde où je découvrirai qui ils sont et les abandonnerai de nouveau au passé. Ils avouent ce qu'ils n'avaient jamais confié ou pu dire de leur vivant, règlent enfin leur compte, dénoncent les coupables, les imposteurs, les faux amis, rêvent de leurs amours mortes. D'intruse, je deviens sésame, de voyeuse, je deviens complice. Oh, nous ne sommes pas dupes, eux et moi. Je les découvre, ils m'utilisent. Je les viole, ils me vampirisent. Le jeu est égal, la partie ouverte. Alors voilà, la préface continue, la préface continue sur le même ton. Donc en fait, on peut dire que Yaël Didier est médium spirit, bien évidemment, contact défunt. Cependant, dans ce livre où on lui met sous enveloppe sertie avec constat d'huissier, parce que j'ai bien suivi à l'époque ce livre qui est sorti il y a très longtemps, hein, vous voyez, 1993, c'est ma belle-mère qui me l'avait offert. Donc on la soumet. Dans ce livre, à part quelques exemples, elle n'est pas en contact défunt direct. Concernant la personne d'Hitler, il n'y a que très peu de médiums contact défunt qui peuvent se connecter avec cette âme. D'ailleurs, je rends hommage à Madame Patricia Daré, qui a très bien décrit dans son dernier livre le pourquoi du comment il n'était pratiquement pas possible de se connecter à ces sortes d'âmes, parce que la charge vibratoire est tellement lourde qu'il faut vraiment avoir un certain type de médiumnité pour pouvoir la supporter, sachant que ce type d'âme, de même par exemple on pourrait prendre Charlemagne aussi, elle l'a pas mis dans son livre je crois, Charlemagne, hein, non, Charlemagne, il y en a d'autres comme ça, il y a les, comment ça s'appelle, la famille italienne, les Borgia, il y a toutes ces grandes âmes noires, je n'ai pas d'autre mot à mettre, avec lesquelles on ne peut pas communiquer directement parce qu'elles sont dans leur vibrations et qui sont des vibrations vraiment très sombres, et ces âmes appartiennent à des mondes qui sont très très peu accessibles. Quelques médiums ont prouvé et ont pu communiquer avec ces âmes, mais la communication est extrêmement courte parce que c'est insupportable pour le médium, puisque l'âme va mettre des siècles et des siècles et des siècles pour évoluer, pour comprendre, pour se sortir de ces mondes. Il y a des mondes et des mondes et des mondes au pluriel. Nous sommes tous incarnés ici avec un véhicule qui est notre corps physique, et dans ces mondes noirs, quelquefois ils s'en échappent, ou bien ils sont investis d'une mission pour nous permettre de travailler le bien, le mal. Mais là, c'était pas le cas, hein, je ne pense pas. Actuellement, cette histoire ne m'est pas tombée dans les mains par hasard, puisque vous savez que nous nettoyons un égrégore très puissant, celui de la guerre qui a eu lieu sous les ordres de cet homme. Bon, il n'y a pas eu que lui, mais voilà, et que vous voyez bien qu'à une échelle un tout petit peu plus raisonnable, l'histoire se répète ou essaie de se répéter. Une troisième fois, nous sommes en avril 2022, pour vous situer. Voilà. Mais nous nettoyons cet égrégore jusqu'aux environs de 2028. J'espère que cette histoire vous aura plu. Elle va trouver sa place dans les instants de lecture sur la chaîne YouTube Au-delà du spirituel. Si vous avez apprécié, si vous voulez vous abonner à la chaîne, rien de plus simple, vous créez un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous pourrez commenter. Les commentaires sont libres d'accès. Voilà. Je vous montre le livre. Je pense que il doit être possible de le trouver. Il n'y a pas de raison.
peut-être d'occasion. C'est un très très beau livre, il est gros, hein, il y a pas mal d'histoires dedans. Je l'aime beaucoup, je l'ai lu plusieurs fois. Donc oui, je voulais vous dire que là, vous voyez qu'elle n'a pas canalisé l'esprit. Elle a canalisé la situation, elle l'a très bien décrit. Donc ça, c'est plus du contact spirit en voyage astral éveillé. C'est très difficile à expliquer. Un médium peut canaliser, un médium spirit, contact défunt peut se communiquer directement avec l'esprit désincarné. C'est ce qui se passe le plus souvent quand on est en consultation privée. Ce n'est pas ma spécialité, hein. Il ne faut pas m'acheter des consultations pour faire du contact défunt. Je sais le faire, mais ce n'est pas ma spécialité. Donc voilà. Ou bien le médium va capter des instants, va décrire des situations, mais on n'aura pas le contact défunt avec l'esprit désincarné. Voilà. Il faut bien faire la différence. C'est pour ça que j'aime bien ces histoires, parce que dans certaines, elle a eu un contact défunt ou bien le défunt était présent lors de la description. Moi, j'ai vu pas mal d'émissions de télé à l'époque où elle était présente, hein, où elle expliquait comment ça se passait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, ni le YouTube, ni le Facebook. Donc on regardait les émissions à la télévision, j'aimais beaucoup. Et elle a bien expliqué ça, hein, la différence. C'est expliqué aussi dans les livres d'Allan Kardec, hein. On peut voir une situation, des flashs, des instants de vie, mais on n'arrive pas à voir le défunt directement, soit parce qu'il est occupé, il est en mission, soit parce qu'il n'a pas les autorisations, parce que c'est pas permis, parce que le mental va nous limiter, mais il y a divers motifs, soit parce qu'il sera réincarné. Et au bout de 2-3 fois que vous aurez demandé un contact défunt, si sur un espace-temps terrestre de 2-3 ans, vous n'avez pas le contact défunt, vous pouvez être sûr que l'esprit est réincarné et qu'il poursuit son élévation, qu'il poursuit ses apprentissages. C'est un choix personnel. Cependant, quand le défunt a des esprits incarnés ici, dans cette vibration terrestre sur la Terre, des personnes auxquelles il est très très attaché. Alors ça peut être des contrats d'âme, ça peut être une famille d'âme, ça peut être diverses, ou bien une âme qu'il a rencontrée ici et qui ne veut pas laisser, où il y a une vibration d'amour. C'est rare qu'il se réincarne, ou c'est rare qu'il reparte en mission ailleurs, ou bien il peut repartir en mission ailleurs et s'incarner avec un véhicule qui sera adapté au monde où il aura à travailler, hein, ça peut durer quelques années. Et puis, comme il sait que l'âme ici va rester, par exemple, encore, je sais pas moi, je vais vous donner un exemple, 30 ou 40 ans, dans ce cas, il sait qu'il a 30 ou 40 ans terrestres à passer dans un monde, l'autre monde n'aura pas le même espace-temps, mais il sera là pour accueillir ou pour donner rendez-vous. Voilà, vous voyez, il y a tellement de motifs qui fera que, mais les 3/4 du temps, si au bout de 3, 4, 5 fois, vous n'avez pas votre défunt, c'est qu'il est réincarné. Et peut-être même auprès de vous, parfois j'ai déjà vu des familles où le grand-père revenait en tant que petit-fils ou autre, c'est qu'il y a encore à travailler. C'est ça, les réponses. Voilà. Alors, les réponses que je vous fais aussi, je les fais par rapport à mes apprentissages. L'âme, l'esprit, votre esprit, vous, travaille nuit et jour. Il n'y a pas de nuit où on dort, on repose le corps physique, mais l'esprit, lui, il travaille. Et vous êtes très nombreux à me raconter des rêves qui ne sont pas les rêves, hein. Ce sont des souvenirs réels de choses que vous vivez. Nous sommes en élévation vibratoire. Nous nous dirigeons très clairement vers l'ère du Verseau. Et du coup,
vos capacités spirituelles grandissent naturellement. On retourne, on en a assez de la matérialité. Ce sont des contrats d'âme, des choix personnels et vos capacités spirituelles se développent. Alors, c'est pas pour autant que vous allez embrasser profession ici ou là. Attention à ce qui se dit dans le New Age. Ça n'a rien à voir avec ce que j'essaie de vous expliquer. Mais oui, vous êtes en élévation spirituelle et il ne faut pas avoir honte ni vous cacher dans un trou de souris. C'est tout à fait vrai. Je vous dis namasté. Je lirai vos commentaires, bien entendu. Et je suis très heureuse quand vous vous abonnez. Ça nous fait des copains, des copines en plus dans la communauté d'au-delà du spirituel. Et puis vous avez le groupe Facebook pour échanger au plus près du plus près. C'est pas la même fonctionnalité que la chaîne YouTube. Il faut pas vous sentir lésé. De toute façon, toutes les vidéos vont dans YouTube. Ensuite, elles sont partagées dans le groupe. C'est vrai que dans le groupe, il y a des moteurs de conversation. Et des gens qui se connaissent les uns les autres, et puis on se file des petits tuyaux, on se fait des conversations, on se fait des petits cafés, des petits coucous tous les jours, on se partage des blagounettes, voilà, c'est pas la même fonctionnalité. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.